Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour la diplomatie économique de la Guinée. Une plateforme existe désormais pour les entreprises guinéennes à l'étranger. Des efforts pour renforcer et diversifier les relations entre notre pays et le monde extérieur. Les travaux de réhabilitation du musée de Sandarvalia se poursuivent. À date, le chantier est exécuté à hauteur de 90%. Le ministre de la Culture était sur place. C'est un geste qui fait des heureux dans la localité de Horegouba, dans la région de Boké. Les citoyens sont relocalisés suite aux activités d'une société minière. Un ouf de soulagement dont on va parler dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale, le PRODEIC, vient de lancer un important projet. Il s'agit d'identifier les compétences des entreprises guinéennes à l'étranger. Plusieurs ministres sont présents à Paris pour la première édition de cette initiative qui renforce les relations économiques internationales de la Guinée. Makemedozo. Il s'agit d'une grande première. L'initiative vise à mettre en relation les compétences des entreprises guinéennes à l'étranger avec l'administration publique et le secteur privé. Ce projet va mobiliser et valoriser le potentiel de la diaspora guinéenne en vue de renforcer son implication dans le processus de développement socio-économique de notre pays. L'identification de la diaspora guinéenne et des entreprises guinéennes présentes en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, ainsi que le recensement de ses compétences et de ses ressources, tout comme la détermination de son désir et de ses projets de retour pour contribuer au développement de la République de Guinée, compte parmi les actions les plus urgentes à réaliser par la diaspora guinéenne. Une diaspora qui est aujourd'hui considérée à juste titre comme la seconde région naturelle du pays, du fait de son poids démographique, de son économique et politique. Il s'agit d'une reconnaissance de la richesse inestimable que représente notre diaspora. Les enjeux sont grands et impliquent plusieurs départements ministériels. Vous portez haut les couleurs de la Guinée. Vos envois de fonds font vivre les familles entières et les compétences que vous avez acquises dans des domaines tels que la technologie, la médecine et l'agriculture constituent un vivier de talents précieux pour la nation. Il est temps de mieux connaître et valoriser ces talents et de renforcer le lien vital qui vous unit à la patrie. C'est tout le sens de l'initiative que nous lançons aujourd'hui. Ce processus de recensement des compétences et des entreprises guinéennes à l'étranger a un objectif clair, établir une passerelle solide entre nos compatriotes de l'extérieur et le développement socio-économique de la Guinée. Cette démarche innovante va permettre d'associer tous les compatriotes à l'émergence du pays. Il s'agit d'une reconnexion totale entre la diaspora guinéenne et la mère patrie dans tous les domaines. La justice, qui est un département régalien, et avec beaucoup d'attention toutes les activités qui se passent en dehors de notre pays. Nous encourageons à l'investissement dans notre pays. Nous encourageons au retour dans notre pays. Nous sommes prêts à recevoir toutes les compétences pour le service de notre pays. Et en tant que département régalien, la garantie sécuritaire, la garantie de bonnes décisions de justice, je vous prie de croire que cela constitue mon premier souci. La diaspora guinéenne est estimée à plus de 7 millions de personnes reparties sur les 5 continents. Un réservoir exceptionnel de ressources humaines, techniques et financières. Autant de compétences nécessaires à la réussite du programme Simandou 2040. Au-delà des chiffres, il faut voir la qualité de la diaspora, des chercheurs, des enseignants, des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs. Tous disposent du savoir-faire indispensable à la modernisation de nos secteurs clés, contenus dans Simandou 2040. L'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation, les mines, les nouvelles technologies, l'élevage. Cette rencontre est historique, comme je l'ai dit au départ. Pour la première fois,
les autorités guinéennes affirment de manière claire, particulièrement le premier responsable du pays, exprime de façon claire et résolue sa volonté de placer la diaspora au cœur de la stratégie nationale de développement. Sous son leadership, le gouvernement a fait de la modernisation de la diaspora une priorité de sa diplomatie. Nous sommes en partenariat avec le PNUD. La Guinée joue sa partition technique et financière. Le PNUD en fait autant. Sous le leadership du président, la Guinée sort de l'aide pure. Car comme nous l'apprend notre premier président, toute aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide doit être refutée. Le processus d'identification que nous lançons aujourd'hui doit être pris au sérieux. Ceux qui viendront sur la plateforme doivent tirer ceux qui ne viendront pas sur la plateforme. Et puisque vous le voyez tous les jours, les Guinéens, posez-vous la question les uns aux autres. Avez-vous entendu parler de la plateforme? Non. Alors la voici. Voilà comment s'inscrire. Et vous allez voir que ce ne sont pas des compétences sélectives. Nous voulons prendre la compétence de chaque Guinéen, puisque chacun a une compétence à faire valoir. Ce projet est piloté par le PRODEIC, programme cadre à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération. Sa mise en œuvre mobilise plusieurs secteurs pour sa réussite totale. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, il y a quelques jours, un glissement de terrain s'est produit dans la commune urbaine de Manéa, sur les flancs du mont Kakulima. Les secours sont toujours mobilisés pour retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux afin de réconforter les sinistrés et encourager les équipes engagées dans les recherches. C'est un reportage de Moussa Kouyaté. Les pluies diluviennes tombées ces derniers jours ont fini par fragiliser les collines de Manéa. Dans la nuit, une partie du mont Koulima a cédé en subissant des habitations situées sur les flancs. Immédiatement, le gouvernement a mobilisé des équipes de secours, militaires, policiers, protection civile et volontaires travaillent sans relâche pour secourir les victimes et porter assistance aux blessés. Certains ont déjà été évacués vers l'hôpital préfectoral de Koya où leur prise en charge est assurée gratuitement. Ce qu'on peut préciser à date, c'est qu'il y a des blessés qui ont été transportés à l'hôpital préfectoral de Koya et les instructions ont été données par monsieur le ministre qui est sur place ici et la prise en charge au niveau de l'hôpital est en train d'être passée de façon gratuite. Et si vous prenez aussi côté armée qui est vraiment mobilisé avec toute la logistique nécessaire sur les instructions des différentes hiérarchies, donc qui se trouve également sur terrain, génie militaire pour mener vraiment la recherche. Dans la nuit même du sinistre, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mori Kondé, est venu constater les dégâts et témoigner la compassion des autorités. Le constat révèle clairement que c'est l'action de l'homme contre la nature qui est la cause principale de ce drame qui s'est passé à Manéa. Des constructions ont été réalisées sur le flanc de la montagne et c'est une partie qui a cédé avec des cailloux qui sont tombés sur les bâtiments. Comme vous le savez, l'une des priorités du gouvernement en termes d'axe de conduite, c'est surtout le social. Quand l'événement s'est produit à 22h, on ne pouvait rien faire que de se mobiliser et se tenir à côté non seulement des équipes de secours, mais également se tenir aux côtés de ses familles pour exprimer toute la désolation du gouvernement, mais également la présence du gouvernement aux côtés de ses familles qui ont perdu des proches parents, mais également qui ont été victimes de ce drame. À Manéa, l'espoir demeure. Malgré la douleur, l'équipe de secours reste à pied d'œuvre, tandis que les autorités appellent à plus de vigilance face aux risques liés aux fortes pluies de cette saison. Et justement, depuis la survenue du glissement de terrain à Manéa, les forces de défense et de sécurité s'activent sur le terrain. Grâce à des moyens déployés pour la circonstance, elles tentent de sauver des vies, un acte bien perçu par les citoyens touchés par cette catastrophe. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Depuis la survenue du glissement de terrain à Frigiadi Nord, sous-préfecture de Manéa, préfecture de Koya,
L'armée guinéenne, à travers le bataillon du génie militaire, est à pied d'œuvre pour rechercher d'éventuels survivants et porter assistance aux victimes. Plusieurs compagnies de soldats sont mobilisées. Elles viennent appuyer le génie militaire et d'autres structures de l'État dans ce travail à la fois complexe et difficile. Ces soldats sans repli mènent les opérations de fouilles dans l'objectif de sauver des vies et de retrouver les personnes portées disparues. Les chefs hiérarchiques m'ont ordonné de réunir tous les moyens pour aller sur les lieux et défendre ce qu'il y a à défendre. On est arrivé sur les lieux, on a fait une étude de terrain, on a trouvé que il y a une famille là où il y avait 2 enfants, une partie de leur corps était dans la boue. Automatiquement, on a attaqué avec le poclin. On a cherché à creuser d'abord autour pour ne pas créer d'autres dégâts sur les 2 enfants. Il fallait mettre d'abord le lieu en sécurité. Et c'est ce qui fait. Dieu nous a aidés. Dans les bandes de 3 heures et quelques, on a pu sortir les 2 enfants. Pour faire catastrophe, plus de 360 hommes munis de pelles, chines et soutenus par d'autres partenaires ont été déployés par la ITER. L'armée guinéenne est en train de faire un excellent travail depuis les premières a vu le génie militaire, mais aussi beaucoup des agents. Ils y ont travaillé. Salutaire. L'Anguche sollicite renforcer ses relations avec l'armée, les synergies actuelles et futures afin de prévenir les catastrophes et la population dans des situations difficiles. Les dispositions ont été prises avec le gouvernement qui a appelé aujourd'hui tous ceux qui sont aux alentours des sites à haut risque d'aider. Et donc je pense que l'action suivra pour vraiment préserver la vie des citoyens. La catastrophe, si on veut une réussite totale, est impossible sans la civilo militaire. Avec le cas de Manéa. Quand on a été alerté, on a trouvé les gens sous les dés que la protection civile était mobilisée en grand nombre. Les agents de la Croix-Rouge étaient mobilisés en grand nombre. Et les gens étaient sous les décombres en train d'appeler à l'aide. Il a fallu le ministère de la Sécurité qui a appelé génie militaire pour envoyer les machines Poclin pour les gens. Tous ceux qui ont été sauvés, c'est grâce aux moyens logistiques de l'armée en Nemo. Sur la nuit, il y a des hommes en tenue qui passent 24 heures. Les conducteurs de ces machines-là sont tenus. Et il est important. Tout ce qu'on peut interpeller ici, c'est de renforcer cette collaboration avec et pour faciliter les interventions sur terrain. Sur le site de Manéa, les recherches et de fouilles se poursuivent sur le terrain. Autorités militaires, agence nationale, Anguche, tout le monde s'y met avec la même ambition, sauver des vies humaines. Dans le reste de l'actu, les travaux du comité technique des réformes du Guinée Business Forum viennent de se tenir au ministère de l'Industrie. C'est un prélude à la 2e réunion du comité de pilotage de cette plateforme de dialogue public-privé. Il était question pour les entités qui en constituent les piliers de chercher des solutions et des moyens d'action à proposer au comité de pilotage du GBF. Abdul Karim Kamara. Les éléments du dialogue public-privé productif se mettent progressivement en place. Un dialogue porté par le Guinée Business Forum dont le bras armé est le comité technique des réformes. Les entités qui composent ce comité se retrouvent pour identifier les problèmes du secteur privé afin de proposer les solutions et les moyens d'action. Tout ce que nous attendons de cette rencontre, c'est que les piliers, qui sont 3, le pilier amélioration de l'environnement des affaires, le pilier contenu local et le pilier MCC, qui est le Millennium Challenge Corporation, que ces 3 piliers-là puissent d'abord travailler sur les 6 réformes qui ont été proposées du premier comité de pilotage du GBF. Ensuite, qu'ils puissent identifier d'éventuelles réformes. Tout cela dans le sens de faire de notre secteur privé aujourd'hui un outil de la croissance économique de la Guinée. La rencontre consiste à préparer la 2e réunion du comité de pilotage du Guinée Business Forum. Ces travaux marquent une étape cruciale dans la démarche d'amélioration continue voulue par le ministère de l'Industrie et des PME. Nous sommes très ravis d'être ici aujourd'hui parce que le lancement des travaux du GBF est une très bonne chose pour le secteur privé. Nous l'attendons depuis un certain temps.
et ça tombe à point nommé parce qu'il y a assez de réformes qui doivent être mises en place et que nous pensons que le GBF est la plateforme nommée qui pourra apporter ces solutions. C'est tout à fait dans l'intérêt de la Chambre de commerce de participer à ces travaux et de contribuer donc à l'identification et la mise en œuvre des réformes qui peuvent quand même améliorer la vie donc, des acteurs économiques dans notre pays. Composé du comité public des réformes et celui des réformes du secteur privé, le comité technique des réformes du GBF a été institué le 18 juillet 2025 à travers un arrêté avec pour mission de proposer des réformes structurantes. Et puis les clubs Rotaract et Interact ont de nouveaux bureaux. Ce sont de nouvelles équipes qui doivent insuffler de nouvelles dynamiques aux activités de Rotary. La cérémonie de renouvellement des instances a eu lieu récemment à Conakry en présence de notre reporter Nabi Kamara. C'est une cérémonie de passation de témoins entre les anciennes équipes dirigeantes des clubs Rotaract et Interact de Guinée, un événement au cours duquel des engagements ont été pris en faveur des déshérités et des actions menées par les équipes sortantes. Donc nous avons entamé la création de ce club depuis 2023, ce qui fait que je suis charter présidente. Donc j'ai fait 2 années de présidence. Ça a été des années d'expérience, des années où on apprend petit à petit comment gérer une équipe, comment monter des projets, comment les réaliser, chercher des partenaires. Je peux citer beaucoup de choses qu'on a appris. Ça n'a pas été du tout repos pendant ces 2 dernières années, mais je suis fière de savoir que ce club va continuer. Les clubs Rotaract et Interact mènent plusieurs actions humanitaires, dont entre autres la distribution des vivres, des campagnes de sensibilisation sur la maternelle et infantile, la protection de l'environnement et des programmes éducatifs visant à améliorer le quotidien des populations les plus démunies. Mon plan d'action, c'est de passer en fait une action médicale très bientôt qui sera fait entre mars et avril. Dans la préfecture de Bofa. J'espère que je serai à la hauteur de leurs attentes. Au niveau de cette mandature, nous allons mettre l'accent du côté formation parce que comme on aime à le dire, le Rotaract et l'Interact, ou dirais-je le Rotaract de façon générale, c'est une école de leaders où on forme les dirigeants de demain. Des satisfecits ont été remis aux partenaires des clubs Rotaract et Interact que quelques membres des anciennes équipes en guise de reconnaissance aux efforts consentis durant les années passées. La date du référendum constitutionnel en Guinée est fixée, vous le savez, au 21 septembre prochain. Les organisations de la société civile s'organisent et signent une convention d'alliance dénommée le Regard Citoyen. Cette plateforme se donne pour objectif de surveiller les prochaines consultations électorales dans notre pays. On fait le point avec Yaya Silla. C'est dans le cadre du référendum du 21 septembre prochain que les principales organisations de la société civile guinéenne et fêtières se sont retrouvées pour signer une convention d'alliance afin de garantir la transparence du processus électoral. Cette alliance, baptisée Regard du peuple, est un dispositif national d'observation citoyenne et indépendante. Conscientes de leur rôle traditionnel et de leur responsabilité morale, les fêtières, réseau d'organisations de jeunesse et de femmes de la société civile guinéenne engagées par démocratie lancent officiellement la plateforme d'observation électorale de Regard du peuple par la signature de la Convention nationale d'observation du processus référendaire. En travaillant en synergie, les organisations de la société civile et leurs fêtières réaffirment leur rôle essentiel de veille citoyenne, leur engagement dans le processus électoral juste et crédible, en accord avec les aspirations de paix. Cette plateforme de surveillance électorale travaillera sur toutes les questions liées au processus électoral, qu'elles soient des droits de l'homme, qu'elles soient sur les questions de genre, qu'elles soient sur les questions liées au respect des droits électoraux, liées au respect des procédures, liées au respect des bonnes pratiques qui doivent conduire à un processus électoral apaisé, un processus électoral crédible, un processus électoral accepté par tous.
Désormais, les regards sont tournés vers les partenaires techniques et financiers intéressés par des questions électorales. Les besoins de renforcement de capacité sont déjà exprimés par la plateforme de la société civile. C'est parti pour les opérations d'amont des opérateurs économiques en Guinée. Le processus a démarré dans les communes de Kaloum et Matam. Des cartes sécurisées et numériques seront ainsi remises aux acteurs concernés. L'idée est de créer une base de données comprenant tous les opérateurs économiques et leurs domaines d'activité. Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. C'est une grande avancée dans la modernisation et la professionnalisation des activités au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Des cartes biométriques sont confectionnées puis remises à ses adhérents. Des cartes sécurisées et des opportunités offertes pour améliorer les performances. C'est pratiquement officiel aujourd'hui. Nous invitons les gens à venir adhérer massivement parce que derrière l'adhésion, il y a aujourd'hui tout un panoplie de services et d'avantages que la Chambre de commerce va offrir aux différents adhérents. On a différentes formules à développer aussi pour pouvoir vraiment, pour chaque type d'adhésion, pouvoir offrir des services adéquats. Plus qu'une carte, elle permet d'identifier les acteurs économiques, même au niveau international. Cette opération d'enrôlement permet ainsi de répertorier chaque opérateur économique selon ces secteurs d'activité. C'est une fierté, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour les activités commerciales et sociales en République de Guinée. Ce n'est pas qu'une carte simple, mais c'est une carte qui enveloppe beaucoup d'autres soutiens, qui permet aujourd'hui de dire que non seulement l'identité des opérateurs économiques qui étaient absents dans la sphère commerciale en République de Guinée, mais ces cartes, non seulement ils peuvent représenter les opérateurs économiques au niveau national, mais au niveau régional et international. Déjà, l'opération a été lancée à Kaloum avec l'enrôlement des présidents et autres acteurs clés dans le fonctionnement de cette institution consulaire indispensable dans l'essor économique de la Guinée. À la baie, quelques semaines après le lancement officiel de l'opération d'enrôlement pour les passeports biométriques, les résultats sont encourageants. Un premier lot de 500 passeports vient d'être distribué aux citoyens de la région. Un engagement que les autorités sont en train de réussir. Un ouf de soulagement pour les populations locales. Aboulé Diallo et Sarafdin Diallo. Aujourd'hui, l'obtention de tout document administratif essentiel de voyage comme le passeport ou la carte d'identité nationale biométrique à l'arrière-pays est devenue une réalité. À l'image de cette distribution d'un premier lot de plus de 400 passeports, une politique qui matérialise la volonté de refondation des autorités guinéennes à travers le ministère de la Sécurité. C'est avec une immense joie au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile que nous recevons ce moment historique de remise de près de 500 passeports offerts et facilités par le président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, aux vaillantes populations de la région administrative de l'Abbé. Un sentiment de satisfaction et de remerciement vis-à-vis du gouvernement par rapport à tout ce qu'ils ont mis en place pour leur implication et leur soutien dans la mise en place du service de passeport biométrique dans la région administrative de l'Abbé. Les citoyens bénéficiaires de ce système sont reconnaissants des efforts du gouvernement qui ambitionnent de rapprocher les services de l'administration publique aux populations. Je suis reconnaissant parce que l'État a promis de délivrer des passeports dans les provinces au lieu de demander aux citoyens tous d'aller à Conakry. Nous savons ce que ça pouvait signifier en termes de moyens, en termes de temps et en termes de aussi. Cette politique de refondation prônée par le général Mamadi Doumbouya à travers le ministère de la Sécurité est une réponse aux besoins toujours exprimés par les Guinéens de l'intérieur du pays. Et puis vous le savez peut-être, le musée national de Guinée à Saint-Darvalia est en rénovation depuis un moment. De nos jours, le chantier avance dans le strict respect du cahier de charges. Le ministre de la Culture était sur le site pour voir et apprécier l'évolution des travaux qui sont exécutés à ce jour à plus de 90%. Ousmane Ba, Alpha Isiagaba. Voici l'état actuel du musée national de Guinée. Le patrimoine culturel est devenu attrayant. C'est le résultat des travaux de rénovation récemment entrepris. Sur le site,
le ministre de la Culture, Moussa Moïse Silla, est venu constater l'état d'avancement des travaux. Le musée national de Guinée renaît de centre grâce à la vision stratégique du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et à l'accompagnement du Premier ministre chef de gouvernement. Pour ceux qui ont visité ce musée il y a 3 ans et qui reviennent maintenant, je pense qu'ils seront tout heureux de constater que les bâtiments sont tout neufs et qu'il y a un processus scientifique qui a commencé pour non seulement engager des équipes dans la conservation, mais aussi la préservation, la valorisation de tout ce que nous avons comme fonds muséal ici. Sur place, plusieurs compartiments ont été visités. La salle d'exposition temporaire et permanente, la salle des animateurs, les bureaux administratifs, ainsi que d'autres espaces emblématiques du musée national. On a eu à faire visite, il nous a suggéré des recommandations que nous allons essayer de faire, des corrections. Donc dans l'ensemble, je pense qu'il est satisfait. Il ne reste pas beaucoup de choses maintenant. C'est l'extérieur, l'aménagement de l'extérieur qu'il faut terminer. Et après, on va nous rendre le chantier. Donc on attend qu'on nous rende le chantier. Les recommandations, c'est de corriger des imperfections qui ont été signalées. Je crois que l'entreprise Dimar était là, qui a pris note et qui s'est engagée à corriger les imperfections dans les meilleurs délais. À ce jour, le taux d'exécution des travaux dépasse 90%, un résultat rendu possible grâce à l'appui du gouvernement à travers le budget national de développement, BND. Autre sujet dans cette édition d'information, le CHU donc vient de tenir la 4e session de son conseil d'administration. Les membres du CA apprécient les réformes opérées au sein de l'hôpital depuis 3 ans maintenant. Ils ont tout de même souligné certaines difficultés comme celles liées à l'accès aux subventions. Le conseil s'engage à mener des plaidoyers en faveur du CHU qui s'apprête par ailleurs à ouvrir le dernier service qui est la maternité. Tierno Ousmane Diallo. Cette session du conseil d'administration du CHU Donkar intervient alors que l'hôpital vient de célébrer sa 3e année depuis son inauguration après rénovation. Les avancées sont appréciées et les défis analysés. Le conseil d'administration salue tout particulièrement les investissements dans le capital humain, l'entretien d'hôpital et la qualité des soins, tout en formulant des recommandations pour les autorités. Nous avons recruté à tour de bras avec la concession des jeunes qui ont été formés par l'équipe canadienne en matière d'infirmières de bloc opératoire, d'infirmières anesthésistes, et les jeunes médecins qui sont recrutés sont aussi incrustés dans ces équipes qui sont en train de faire vraiment des merveilles au niveau de l'hôpital. On fait un bilan des activités qui sont réalisées dans cet hôpital ces 3 premières années. Et nous avons constaté qu'il y a vraiment une avancée par rapport aux activités qui sont réalisées. C'est quand même un hôpital qui fait beaucoup d'efforts, mais qui a également beaucoup de difficultés. Difficultés liées à l'obtention de la subvention d'équilibre, mais aussi difficultés liées au recouvrement des créances. Autre élément majeur débattu durant cette session, c'est l'ouverture à court terme de la maternité du CHU Donka, le dernier service tant attendu pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous sommes vraiment en train de travailler activement pour l'ouverture de la maternité. Et ce qui est intéressant, nous avons décidé d'ajouter une unité de néonatologie à cette maternité-là, quelque chose qui n'existait pas, pour vraiment permettre de prendre en charge les enfants qui vont naître à la maternité de Donka, mais aussi prendre en charge d'autres enfants qui viendraient de l'extérieur. Outre la maternité, le conseil d'administration du CHU Donka a également validé une proposition de l'administration visant la création d'une unité de cardiologie afin d'étendre l'offre de soins. À Boké, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, a lancé un ambitieux programme de formation destiné à 150 jeunes. L'objectif est clair, investir dans le capital humain pour combler le fossé entre la formation et l'emploi. Moussa Komara. Boké, zone spéciale économique de la Guinée. Dans le souci de favoriser l'employabilité des jeunes, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel lance cette session de formation pour 150 jeunes dans divers corps de métiers adaptés aux besoins
des entreprises locales. Ces formations ne sont pas de simples enseignements théoriques. Elles sont conçues pour être pratiques, professionnalisantes et directement opérationnelles, en lien direct avec les exigences du marché de l'emploi. Merci pour cette initiative du ministère de l'Enseignement technique et de l'enseignement professionnel. Nous comptons sur vous pour accorder une place aux jeunes bénéficiaires de cette formation dans vos opérations futures. La formation sera exclusivement pratique. 3 mois pour la conduite des engins lourds et 14 jours pour les logiciels de mine. Il s'agit de préparer les jeunes à prendre part à une industrie minière qui ne se conçoit plus sans technologie. Apprendre ces logiciels, ça nous permettra ici de nous perfectionner. Alors pour notre part, nous allons mettre en œuvre les recommandations de l'ONFPP et des autorités administratives qui nous invitent en tant qu'entreprise d'accompagner ces jeunes. Avec le lancement de cette formation, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel confirme son leadership dans le renforcement du capital humain dans la région de Boké. Ces derniers mois, par exemple, 420 employés des entreprises ont été outillés pour améliorer la productivité et la performance, 122 dans le secteur informel. C'est également un nouveau départ pour plusieurs jeunes de la commune de Ratoma. Les autorités locales ainsi que les partenaires viennent de lancer le 2e groupe du programme Volontariat Jeunesse, une initiative pour lutter contre le chômage et promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes. On fait le point avec Moussa Bangoura. Cette prestation annonce le lancement de la 2e cohorte du programme Bénévolat Jeunesse de Ratoma. Après la réussite de la première édition, les autorités locales s'engagent à poursuivre ce programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes pour le bien de la couche juvénile de la municipalité. Les jeunes sont placés dans les entreprises d'accueil sur notre territoire et ils bénéficient de stages, mais à la fin, grâce à leur bon comportement et à la bonne compréhension avec les chefs d'entreprise, ils sont insérés dans ces entreprises et ça devient leur premier emploi. Donc c'est donner un contenu à ce qu'on appelle l'employabilité jeune sur notre territoire. Plusieurs modules ont été enseignés à ces jeunes pour être à la hauteur sur le terrain. Le tout est bouclé par la remise d'un contrat. On a eu à dérouler beaucoup de modules tels que le leadership, la communication, la rédaction d'un rapport, etc., etc. Et donc, ces modules ont vraiment permis de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent vraiment mener à bien leur service pour 3 mois dans la commune de Ratoma. Le meilleur reste à venir. J'ai travaillé avec l'équipe ou l'entreprise où je serai envoyé. Donc, à travers tout ça, la confiance que M. le maire nous a confiée, on ne va pas briser cette confiance. Il faudrait que nous essayions de persévérer, de travailler très bien. Issus des 11 quartiers de Ratoma, ces jeunes seront déployés dans les entreprises publiques et privées pour un stage pratique de 3 mois. Et pendant ce temps, les autorités continuent d'exécuter leur plan d'action dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Au marché d'Anta, les marchands étalagistes et ambulants se sont appropriés le texte fondamental. La stratégie consiste à amener les uns et les autres à élargir les notions apprises aux citoyens d'autres localités de la commune. Reportage Mohamed Lin Kamara. À Tombolia, des actions citoyennes se multiplient pour une large vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les autorités communales, en synergie d'action avec les responsables à la base, sont au marché d'Anta. Ici, la nécessité voudrait que ces femmes comprennent l'intérêt et les avantages liés à cette future loi frontale. Troisième étape, pour que nous soyons le plus près possible des populations pour lesquelles cette constitution a été écrite. Et ces populations qui ont été contactées depuis la base jusqu'au sommet pour qu'ils déclinent leur avis sur le contenu de cette constitution-là. La constitution étant écrite, il fallait revenir pour des explications en langue nationale afin que les populations comprennent de quoi il s'agit
puisque la date du 21 septembre est déjà fixée. La nouvelle constitution, c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc toute la population de Tombolia doit savoir le contenu de cette nouvelle constitution pour pouvoir interpréter ou vulgariser dans les différentes familles. Parmi les stratégies adaptées, le porte-à-porte est privilégié. Les marchands étalagistes, y compris les ambulants, chacun d'eux est mis à contribution pour élargir la compréhension de ce texte fondamental aux autres endroits publics des communes. Il s'agit de beaucoup de garanties, puisqu'elle garantit d'abord les droits et libertés publiques des citoyens, mais aussi elle consacre assez d'avantages et assez d'innovations, tant sur le droit à la santé, le droit à l'éducation pour nos enfants. L'objectif de la délégation spéciale de Tombolia est de faire en sorte que la stratégie de vulgarisation mise en place touche le maximum des citoyens dans cette collectivité locale de Conakry. À Mamou, des chefs de quartier et des mouvements associatifs réunis au sein d'une coordination viennent également d'être outillés sur le contenu du projet de nouvelle constitution. Une action rendue possible grâce au soutien de la délégation spéciale et de certains membres du CNT. Les cadres formés s'engagent à démultiplier les enseignements reçus. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant sur place. Dans cette salle polyvalente de la Maison des Jeunes, les membres de cette coordination préfectorale ont réitéré leur engagement à sensibiliser les populations sur l'impact de ce document. Cette séance est une opportunité précieuse pour nous tous et nous permettra de mieux connaître nos droits, mais aussi nos responsabilités afin de participer activement à la vie démocratique de notre pays. Une citoyenneté éclairée et à la base d'une société juste, équitable et solidaire. D'abord, nous avons commencé par inviter la société civile, les chefs de quartier, les serrés, les marchés et toute organisation. Tout le monde est invité parce qu'il s'agit de vulgariser la nouvelle constitution. Dans un brillant exposé, les membres du Conseil national de la transition ont largement expliqué les grandes innovations contenues dans ce document. Nous avons parlé de la couverture de la santé universelle, nous avons parlé de l'éducation également pour tous, ou l'obligation de maintenir les enfants à l'école de 0 à 17 ans, et la candidature indépendante qui est consacrée aussi dans ce projet de nouvelle constitution. Pour permettre à la population de mieux s'imprégner du contenu de ce document, le projet de la nouvelle constitution est déjà traduit dans les différentes langues nationales du pays. Quelle est l'importance de notre rencontre aujourd'hui? C'est pour que vous cherchiez le contenu réel de cette constitution. Pour que vous également, à votre tour, au sortir de cette salle, vous puissiez quand même vulgariser à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous ici. Pour marquer cette rencontre, les documents du projet de la nouvelle constitution ont été largement distribués afin de faciliter leur vulgarisation dans les différents quartiers de la ville de Mamou. À Zérékoré, capitale de la Guinée forestière, la synergie des patriotes pour la nouvelle constitution vient également de lancer ses activités de sensibilisation. L'objectif est d'expliquer les grandes lignes du projet afin de préparer les citoyens avant le référendum du 21 septembre prochain. Une initiative cruciale pour un texte qui se veut la boussole de la gouvernance future du pays. Lancé Kamisoko. Vulgariser et expliquer les points essentiels de la future loi fondamentale aux citoyens, telle est la mission que s'est assignée la synergie des patriotes pour la nouvelle constitution. En Zérékoré, un cadre d'échange est créé afin d'éclairer la lanterne des populations avant le référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre prochain. Ensemble, faisons de cette nouvelle constitution non seulement un texte de loi, mais un véritable pacte citoyen, un flambeau qui éclaire le chemin de l'unité de la justice et du progrès pour notre cher pays. En face des missionnaires de la synergie des patriotes pour la nouvelle constitution, ils sont nombreux, ces citoyens, à suivre avec intérêt les différents exposants sur les articulations du projet de nouvelle constitution. Je suis content de la nouvelle constitution. Dans le débat, nous, on a compris beaucoup de choses. Celui qui ne veut pas étudier, vraiment, on connaît comment on peut le faire parce que tout est gratuit maintenant. C'est des vrais patriotes. Ils ont quitté loin pour venir nous appuyer pour la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Ils vont rentrer en profondeur, ils vont passer de porte en porte, expliquer dans les différentes langues du terroir pour que tout le monde comprenne réellement l'importance
de cette constitution. Cette rencontre d'échange autour du futur texte fondamental en Zéro-Corée marque le début du périple de la Guinée forestière entamé par la synergie des patriotes pour la nouvelle constitution. Les prochains jours, l'instance juvénile compte se rendre dans les fonds fins de la région afin de toucher tous les citoyens guinéens, où qu'ils soient sur le territoire national. Au même moment, à Paris, la diaspora guinéenne se mobilise pour une meilleure compréhension du projet de nouvelle constitution. C'est cette fois le groupement des femmes d'affaires de Guinée qui s'unit autour d'une campagne porte-à-porte, une opération d'envergure pour expliquer au maximum de compatriotes les innovations contenues dans ce projet, notamment en faveur des femmes. Amadou Touré et Mohamed Souma. Cette activité de vulgarisation du projet de nouvelle constitution menée de porte à porte auprès des Guinéens établis à Paris est l'œuvre de ces dames réunies au sein du groupement des femmes d'affaires de Guinée GFAG. Sa particularité réside dans le fait qu'elle soit conçue et exécutée par les Guinéennes de la diaspora déterminées à porter toute initiative d'émancipation des femmes de Guinée comme ce projet de nouvelle loi. Vulgariser la Constitution, c'est donner à chaque femme, chaque homme, chaque jeune les clés pour comprendre, participer et influencer la vie de la nation. À l'image des initiatives précédentes organisées dans sa sphère juridique en faveur de l'émergence de la Guinée et de son rayonnement sur le plan international, ici à Paris, l'ambassadeur Sekou Sylla a répondu à l'appel de cette synergie des femmes pour booster leur démarche. Vous rassurer de la vulgarisation et de la restitution de ce projet de la nouvelle constitution, qui est un texte structurant et qui nous amène justement à comprendre l'essentiel de ce qui est inclus dans ce document fondateur. Il est très important de se l'approprier, de le comprendre, de le vulgariser, de le partager et pourquoi pas d'en faire un livre de chevet. Ce projet inscrit dans le marbre des droits concrets qui touchent la vie de chaque famille guinéenne. Chaque Guinéen, quelle que soit son origine, sa croyance, son genre ou sa condition sociale, a droit au respect et à la conciliation. Ce groupe renferme les femmes de toute obédience confondues avec pour engagement le développement et la prospérité des Guinéens et surtout celle des femmes. La mission diplomatique de Guinée en Malaisie est également à pied d'œuvre dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Kuala Lumpur est la première ville choisie par l'ambassadrice Adiakoumba Diop et son équipe. La mission revient pour nos compatriotes sur les articles qui composent ce projet de nouvelle constitution. Makemedozo. À l'ambassade de Guinée en Malaisie, une semaine de travail a été consacrée à la compréhension et l'appropriation du contenu du projet de nouvelle constitution ainsi qu'à l'élaboration d'un plan d'action pour sa vulgarisation. Pour l'ambassadeur Adiakoumba Diop, il est important que son personnel se familiarise avec ce projet de texte fondamental avant de remettre officiellement le document aux compatriotes vivant dans les grandes villes de ce pays d'Asie du Sud-Est. Si cette loi fondamentale est adoptée lors du scrutin qui sera organisé le 21 septembre prochain, cela marquera un tournant décisif de notre histoire. Le retour à l'ordre constitutionnel à travers la mise en place de toutes les institutions de la République. La nouvelle constitution se veut inclusive et c'est pour cette raison qu'elle comporte une nouvelle architecture institutionnelle, afin que chacun de vous s'en approprie pour garantir une compréhension citoyenne. À leur tour, les cadres de l'ambassade ont aussi vulgarisé ce projet de loi fondamentale de notre pays à nos compatriotes résidant en Malaisie. Ils se préparent à véhiculer le message dans les autres pays qui sont sous la juridiction de l'ambassadeur Adiakoumba. Cette constitution n'est pas réservée qu'aux hommes de droit, aux avocats ni aux politiciens. La constitution là, elle est pour tout le peuple de Guinée. Donc il faut essayer de la parcourir, de la comprendre. Quand vous la connaissez, vous allez vous défendre votre famille et défendre le pays. Après Kuala Lumpur, la mission diplomatique a lancé l'invite à toute la communauté à prendre part à ces différentes cérémonies de vulgarisation. L'équipe diplomatique compte répondre à toutes les questions liées à ce projet de nouvelle constitution.
Retour à Conakry et précisément à Matoto, où le projet de nouvelle constitution continue également de susciter l'intérêt des populations. Sur place, c'est le mouvement Soleil des Jeunes qui se concerte avec les habitants, les responsables locaux et plusieurs autres invités. Une rencontre pour expliquer le projet et pour inviter les citoyens à plus d'engagement pour sa vulgarisation. Mohamed Chérif Kamara. Dans la commune de Matoto, c'est l'enceinte de la mairie qui a servi de cadre cette rencontre placée sous le signe de la sensibilisation et de l'appropriation citoyenne. Les initiateurs ont expliqué les motivations de cette démarche et insisté sur l'importance de permettre à la population de s'imprégner du contenu du projet de texte fondamental. L'objectif de cette cérémonie, c'est de vulgariser la nouvelle constitution. Toutes les consultations ont été faites. De Kassa à Zo, toute la population, toutes les fédérations fêtières, toutes les organisations ont été demandées de donner leurs propositions par rapport à cette nouvelle proposition. C'est ce qui fait qu'elle nous ressemble. Elle nous rassemble parce que c'est dans la main, nous allons voter. Au-delà des discours, cette activité a été marquée par l'implication d'acteurs venus de divers horizons. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette vulgarisation organisée par la jeunesse, notamment le groupement Soleil, aujourd'hui pour édifier la population sur la nouvelle constitution que nous devrons voter le 21. Cette constitution nous rassemble et nous ressemble. C'est assez clair et je pense qu'il y a quelques points là-dedans qu'on doit souligner. D'abord, la scolarisation des enfants. Nous, les femmes, ça doit nous intéresser. Aussi, il y a la prise en charge médicale. Il y a la prise en charge aussi des anciens chefs d'État. Les organisateurs ont encouragé la population de Matoto à s'intéresser aux 199 articles du projet de constitution afin d'en comprendre les enjeux. À Dubreka, les autorités multiplient les initiatives pour permettre aux populations de mieux s'approprier le document. À Yorokogia, l'engouement est palpable. Les citoyens se mobilisent massivement pour marquer leur engagement avant le vote référendaire. Cheikh Sanoussi Sankon. La vulgarisation de la nouvelle constitution constitue une action citoyenne essentielle pour permettre aux populations de mieux connaître et comprendre les 199 articles qui composent ce document. À Dubreka, les autorités locales ne se sont pas limitées aux campagnes dans les quartiers. Elles ont également multiplié les initiatives afin d'offrir aux populations l'opportunité de s'approprier le contenu de ce texte. Nous sommes satisfaits et nous allons continuer à vulgariser encore la nouvelle constitution jusqu'au jour du référendum. Nous avons tenu plusieurs réunions pour informer les chefs secteurs, chacun en secret, à toute occasion, de dire au moins un article pour la population que la population peut retenir. Je suis natif de cette localité. Ma famille et moi respectons la décision des autorités. Selon les autorités communales, ce projet de constitution est adapté aux besoins et aux réalités des Guinéens. Je suis très ravi que je vois une mobilisation comme ça, grandiose. Les femmes, les jeunes, les hommes, tous mobilisés pour venir témoigner qu'ils adhèrent à cette constitution. Parce que c'est cette constitution qui fera du citoyen guinéen en Guinéen. La vulgarisation de ce document se poursuit de manière continue jusqu'à la date butoir, afin de permettre à chacun de se prononcer librement lors du référendum prévu le 21 septembre prochain. Et voilà donc pour ce chapitre consacré à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Dernier virage de ce journal, je le disais au sommaire, les habitants du village de Horegouba dans la région de Boké sont désormais relocalisés. La société minière Dynamic Mining a construit un nouveau village avec des logements modernes et d'autres commodités pour la population. Des moments de joie et de satisfaction comme le montre ce reportage de Younoussa Tawel Kamara. Horegouba, dans la sous-préfecture de Malapouya, à Boké, est l'un des villages impactés par les activités minières de Dynamic Mining qui opèrent dans la zone. Pour faciliter les activités sur le terrain, l'entreprise a jugé nécessaire de délocaliser ce village sur un autre site en commun accord avec les autorités locales. Ici, de nouvelles maisons dotées de nombreuses commodités sont construites pour les habitants de ce village. L'endroit où se trouve ce village est une zone qu'on doit
exploitée parce qu'il y a de la bauxite. Donc la société a l'obligation d'identifier une autre zone de relocalisation et construire une maison de relocalisation, et c'est ce que Dynamic Mining a eu à faire. C'est vrai que nous respectons ce que la loi guinéenne dit, mais aussi les standards, mais nous allons le plus souvent au-delà de ce que nous trouvons sur le terrain. Dans ce nouveau village de Horegouba, chaque maison a sa propre latrine. Il existe également des forages et une mosquée pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leurs devoirs religieux dans un endroit décent. C'est le prophète de Boké qui a remis officiellement les clés aux ayants droit. Ma nouvelle maison d'habitation est très bonne. C'est très joli. Nous sommes contentes de la société, de l'État guinéen. Merci. Ce n'est pas simplement la remise d'infrastructures. Il symbolise la reconnaissance et la réparation envers les familles qui ont accepté de céder leur espace pour un projet d'intérêt économique national. L'occasion est mise à profit par les autorités préfectorales de procéder à la mise en terre de quelques arbres fruitiers dans ce village de Horegouba, sous-préfecture de Malapouya. La lutte contre la déforestation s'accentue à Séguéri, où populations et autorités locales unissent leurs efforts pour préserver la seule forêt classée de la ville. Au cœur de cette mobilisation, des opérations d'assainissement visant à protéger le poumon vert de la cité aurifère. On fait le point avec Diamo Kaba. À Séguéri, des mains solidaires pour assainir la ville. Le plan est en offensive pour sauver l'unique forêt glacée de Mandembéré. C'est le début d'une nouvelle campagne de sensibilisation pour toucher les consciences. La riposte se veut rassurante pour garder l'environnement propre. Nous avons beaucoup plus été intéressés par la question liée à la protection de notre environnement. Vous savez que la question de l'environnement est une priorité aujourd'hui pour l'ensemble des populations de la ville de Séguéri. Celui qui veut avoir le bonheur d'être propre, si tu es propre, tu peux avoir tout, comme la santé. Celui qui veut avoir tout dans sa vie, il faut être propre et rendre propre ton endroit. En première ligne de l'action citoyenne, le préfet de Séguéri pour impliquer les citoyens dans la lutte contre le dérèglement climatique. On a fait appel aujourd'hui de venir assainir la forêt qui est à Séguéri ici. On a vu la forêt est trop sale. Dès qu'on a fait appel, toute la jeunesse est là aujourd'hui, je donne la main. La mobilisation affiche les couleurs de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. En langue nationale, le contenu est expliqué et chacun se retrouve dans les grandes innovations. Au cœur de la journée d'assainissement, la communication s'intensifie pour comprendre toutes les grandes lignes de la future loi fondamentale. Et puis les pèlerins catholiques de Guinée poursuivent leur marche de foi entamée depuis leur arrivée en Israël le 19 août dernier. Une véritable immersion au cœur de la foi chrétienne où chaque étape du parcours les ramène aux origines de l'Évangile. Partout sur leur passage, les fidèles revivent les récits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nos envoyés spéciaux, Marie-Angélique Bangoura, Robert Bangoura et Robert Sidi Tolno. À Nazareth, au cœur de la Galilée, les pèlerins guinéens s'inclinent devant la fontaine de la Vierge Marie. Selon la tradition, c'est ici que l'ange Gabriel annonça à Marie la naissance du Sauveur. Dans l'église orthodoxe, la source coule toujours. Beaucoup y puisent de l'eau, symbole de bénédiction qu'ils ramènent chez eux. Direction ensuite le mont Tabor, perché à près de 4000 mètres d'altitude, au lieu de la transfiguration. C'est là que Jésus révéla sa gloire à Pierre, Jacques et Jean. Une messe solennelle a été célébrée par Monseigneur Moïse Tenkiano. Dans une ferveur intense, les fidèles ont prié pour la paix et la réconciliation en Guinée. J'ai prié non seulement pour l'institution qui m'a amené, aussi j'ai prié pour ma famille et j'ai aussi prié pour la Guinée. Surtout hier, je me suis dit que le Seigneur qui a permis, Dieu qui a permis à ce que le Christ soit transfiguré, transfigure aussi le pays, notre pays, la Guinée. La présence du Seigneur en ces lieux, et ça nous a rappelé les traces dans l'Ancien Testament
jusqu'au Nouveau Testament, nous avons compris en profondeur c'est quoi l'Église catholique. Tout ce que nous entendons pendant les messes, les homélies, nous sommes arrivés sur le lieu saint. Chaque étape de ce pèlerinage est une immersion dans l'Évangile. Nazareth, le mont Tabor, le mont Carmel, mémoire du prophète Élie ou encore le sanctuaire Stella Maris, des lieux chargés d'histoire où se côtoient juifs, chrétiens et musulmans, rappelant que la Terre Sainte est un appel universel à la foi et à la paix. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment à Benti dans la préfecture d'Ia. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de risques et d'innovation. Bonsoir à tous.